C'est ton visage rempli de tristesse que par compassion tu les souffles caresses. Gorée. Gorée. Au de leur fracas, j'entends tes indociles vagues nocturnes murmurer la souffrance d'une époque où les nuits mouraient sans clair de lune. Au bas de tes murs fêlés par les ans, combien de reflets furtifs et ondulants me content les son voyage au confé des monts rivaux. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de la radio-télévision Mourchid, heureux de vous retrouver pour ce numéro spécial de Parlar. Le prétexte c'est la foire du livre, la foire internationale du livre. Pour ce numéro de Parlar, nous avons eu l'honneur de partager les expériences de l'écriture des écrivains, leur première rencontre avec l'écriture. Ils ont en tout cas fait des témoignages, donc des interviews qu'on a bien voulu vous réserver pour ce numéro spécial de Parlar. Donc nous avons eu l'honneur de recevoir Madame Aminata Sow Fall qui a bien venu nous parler de son expérience avec les livres, également de ses premières lectures, mais surtout sa relation avec l'écriture et qu'est-ce qui l'a inspiré et qui l'a motivé vers l'écriture. Il y a également Maria Mandoy qui nous a parlé de son expérience de jeunesse, mais toujours est-il que le mot lecture vient toujours, ensuite l'écriture. Si on tient compte des différents témoignages, c'est la lecture avant l'écriture. Madame Nafissatou Diadjouf également nous a parlé de son expérience, Monsieur Racine Senghor, Ken Bougoul et Maria Mandoy, tous ont eu à parler de leur expérience avec l'écriture et qui a naturellement débuté par une bonne lecture. Voilà donc, mesdames et messieurs, ici à Mariamba, il est prévu une rencontre entre écrivains et élèves. Les élèves qui ont lu des œuvres de ces différents auteurs que nous venons de citer vont poser des questions relatives aux différentes œuvres donc, de ces différents écrivains qu'ils ont bien eu l'honneur de recevoir ici à Mariamba. Il faut le rappeler, qui a abrité le premier numéro de Parlar. C'est pourquoi cet événement, initié par un professeur de lettres, M. Baitirka, ne pouvait pas échapper Parlar si nous savons qu'effectivement le premier numéro de Parlar a été tourné ici. Voilà, donc nous allons revenir tout à l'heure pour y voir plus clair. Depuis toute petite, moi j'aimais d'abord la lecture. Mes parents m'offraient des livres à Noël, à mon anniversaire, à beaucoup d'occasions. Et mon père me disait, il faut lire et me dire ce que tu as lu. On faisait comme un résumé pour être sûr que j'ai lu. Mais bon, il n'a pas eu besoin de contrôler longtemps parce qu'effectivement, j'ai eu la passion de lire. Et il m'arrivait, quand je rentrais de l'école, et que je voyais des papiers par terre, de les ramasser. En fait, c'était une curiosité que j'avais de savoir ce qui était écrit dans les journaux, dans les revues. Il n'y a que du bonheur, parce que j'ai commencé sans avoir eu ni l'ambition, ni la prétention d'écrire. Il y avait des choses que je sentais et que j'avais envie d'exprimer sur la dégradation de la notion même qu'on avait de la valeur argent, parce que la valeur argent était une valeur secondaire. Quand je partais du Sénégal et que j'allais faire mes études supérieures en France, à la Sorbonne, à mon retour définitif, je me suis rendu compte que ça accaparait totalement les esprits, l'âme des gens, et que c'était devenu la valeur principale. Et je pense, là j'ai écrit le livre en 1973. Et ce que je vous dis, peut-être que à l'époque d'ailleurs où je le disais, où ça existait déjà, ça n'avait pas atteint le degré que ça atteint aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on n'entend que argent, on n'entend que dispute autour de l'argent. Quand j'ai commencé à écrire de la fiction, c'est pas de la fiction, la réalité sociopolitique, comme j'ai dit, parce que partout on parle de fiction, je dis mais la réalité dépasse même la fiction. Et parce qu'après Riwan, moi je voulais plus écrire parce que j'avais pas des prétentions d'écrivain.
Et c'est grâce à Boubacar Boris Diop, enfin, c'est pas grâce, je ne sais pas si je dois lui rendre grâce. Je vivais, comme je dis, il me dit tu n'écris plus, je dis non, il dit ouais, il fallait pas commencer, il m'a un peu bousculé là. Et par défi, j'avais écrit La folie et la mort. Et en l'écrivant, je me suis rendu compte, parce que quand j'écrivais les premiers livres autobiographiques, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'était vraiment un besoin d'évacuation, de sortir tout ce que j'avais en moi, etc. Alors que là, j'écrivais un peu par défi, et je me suis rendu compte que plus j'écrivais, enfin plus je suivais les personnages qui m'entraînaient dans des univers, etc. Tout de suite, j'avais senti en moi une excitation esthétique, de créativité, d'oser de certaines constructions dans les phrases, dans la syntaxe. J'osais un peu, je me laissais un peu aller, parce que comme c'était par défi, un peu, je me suis un peu lâchée. Et là, je me suis rendu compte que que l'écriture, il y a des choses à raconter, mais en même temps, il y a un degré de créativité où vraiment il faut bousculer l'imagination, l'imaginaire, mais bousculer, se faire bousculer par le prétexte, le thème, les personnages, et oser les suivre. S'ils tournent à droite, on tourne à droite. S'ils tournent à gauche, s'ils veulent monter au ciel, on les suit. Bah écoutez, l'écriture c'est une passion autant que la lecture l'est. Disons peut-être que je suis arrivée à l'écriture à travers la lecture. Donc depuis toute jeune, je lis dans les bibliothèques, à la maison, les prix que j'ai reçus aussi à l'école qui m'ont beaucoup incité à me plonger dans le maniement de la langue et des idées, et c'est venu progressivement après. Aujourd'hui c'est comme une seconde respiration pour moi, parce que écrire fait partie de mon rythme de vie au quotidien. Non, disons que je suis une lectrice compulsive, donc qui aime bien lire des choses très différentes, des univers très différents, peut-être en particulier ceux qui sont éloignés de ma réalité, notamment géographique. Hein. J'aime bien lire des livres de tous les continents, de tous les auteurs de toutes les époques. Ça me permet d'embrasser une certaine universalité qu'on ne ressent pas forcément en vivant dans un pays, dans une époque. Et ensuite, je pense que le produit de mon écriture, c'est à la fois mon propre style, ma propre musique intérieure, et aussi quelque chose d'assez diffus de tout ce que j'ai lu ou retenu, ou tout ce qui m'a marqué, pas forcément dans les livres, mais aussi dans la vie réelle. C'est un rapport très ancien, pour ainsi dire, mais il procède, je crois, d'un environnement lettré, extrêmement riche, puisque je suis d'une famille qui a vécu quasiment dans une bibliothèque, pour ainsi dire. Mon père était un grand lecteur, il était vétérinaire, il lisait beaucoup, et nous avions tous les livres à la maison, et donc ça nous a beaucoup poussé à lire. Et nous avons également, moi j'ai pu m'exercer très tôt, parce que c'est une question de sensibilité aussi, et de goût, m'exercer à écrire à partir de ce que nos maîtres à l'époque nous donnaient comme exercice de narration, de description et tout cela. Et comme à un moment donné, mon père était avec nous à Foundiougne, qui est un cadre magnifique, il y a un magnifique plan d'eau, il y a la mangrove, il y a les oiseaux, il y a les champs pas très loin. Il y a vraiment matière à exercer sa sensibilité et à investir l'environnement, à faire de belles descriptions. Et puis nous avions aussi dans ce milieu-là une vie, j'allais dire, riche en événements, où on nous racontait également beaucoup de belles histoires. Il y en avait plein dans l'environnement que les adultes nous ont raconté, que les grands nous racontaient, que nous-mêmes petits, on se racontait, qu'on inventait de temps en temps, mais qui étaient très belles. Toutes ces choses-là, mises les unes dans les autres, m'ont amené à m'exercer à écrire. Donc je pense que c'est dans l'enfance qu'il faut qu'on aime les choses profondément et qu'on les garde toute la vie. C'est pour ça qu'il faut inciter les enfants à lire, parce que, en tout cas, moi, c'est la lecture qui m'a mené à l'écriture. Ce qui me réjouit surtout, c'est de parler à des jeunes, à des élèves, et de pouvoir susciter chez eux l'envie de lire et peut-être le goût d'écrire.
Pourquoi pas devenir aussi écrivain? Pourquoi pas être comme eux, faire de belles expériences, des expériences aussi belles qu'elles ont faites? Mais il y a un fil conducteur. Le fil conducteur, c'est la dignité de l'être humain, dans le sens de son intégrité, du respect de son intégrité, dans le sens aussi d'amour et de sympathie. Et je pense que aussi si on en arrive là, c'est que il n'y a plus ça, cet amour de l'autre. Parce que dans tous les arts, il y a un talent qui est là, mais il dort. Il faut le réveiller. Comme on dit, il y a beaucoup de Mozart qu'on assassine, mais il y a beaucoup de Senghor, de Birago Diop, d'Aminata Saoufal, qui aussi sont étouffés parce qu'on ne leur donne pas l'occasion de faire éclore leur talent. On m'achetait même des livres qui n'étaient pas de mon âge, parfois. Mais il y avait aussi beaucoup de contes et légendes qui nourrissaient mon imaginaire. Et déjà, de par ma naissance, il y avait déjà beaucoup de légendes qui entouraient la fondation de Rufisque ou l'histoire des familles Lébou que mon père me racontait. Et j'aimais ça. J'ai tellement aimé ça que lorsque plus tard j'ai fait ma thèse de 3e cycle, le doctorat, je l'ai faite sur la littérature orale Lébou. Donc je pense que c'est dans l'enfance qu'il faut qu'on aime les choses profondément et qu'on les garde toute la vie. C'est pour ça qu'il faut inciter les enfants à lire. Parce que, en tout cas, moi, c'est la lecture qui m'a menée à l'écriture. J'ai beaucoup lu. Et là, j'ai voulu, déjà CM1, CM2, j'ai vraiment voulu défier les garçons. Et au lycée Gaston Berger, non seulement la lecture m'a aidé, mais en fait, je voulais passer au-dessus des moqueries des garçons en étant meilleur que dans les études. En étant plus cultivé qu'en travaillant mieux. C'était vraiment un truc un challenge, un défi pour un peu amortir ces moqueries dont j'avais énormément souffert en 1956-57. En CM2, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pu gagner un concours national d'écriture. Et ce concours m'a valu les premières vacances que j'ai passées en France. Et ça a été un déclic. Depuis lors, tant que je peux, je me mets à écrire. Il y en a qui ont écrit, mais qui n'ont pas peut-être lu beaucoup. Mais je suis sûr que pour être un bon écrivain, il faut avoir été un bon lecteur. Moi, c'est la lecture qui m'a mené à l'écriture. Il y a bien sûr le travail, il y a de la technicité, il faut quand même posséder la langue, une langue pour l'écrire. Même si on peut l'écrire avec liberté, on peut choisir de l'écrire avec des libertés comme Amadou Kourouma ou comme Yombo Wulugem avant lui avec le devoir de violence. Mais je pense que avant de prendre cette liberté, il faut déjà posséder la langue et après prendre la liberté, si on veut, de la forger à son image ou bien selon son imagination. Quand je me suis retrouvée effectivement étudiante, assez seule, loin de ma famille, avec toute cette nostalgie du pays, ça a créé quelque chose de fécond en moi. Je pense que c'est également un atout que de se frotter à d'autres réalités, à d'autres cultures, parce que ça permet de connaître plus sur soi-même et ça permet de s'ouvrir sur les autres. Je pense que tout ça combiné avec peut-être, je pense, une vocation qui venait de beaucoup plus loin, mais vous savez, les vocations ne se réalisent pas forcément. Et à un moment, effectivement, il y a un déclic qui se dit, il y a quelque chose, je vais en faire un métier. Et je pense que c'est venu effectivement à cette période-là. C'est vraiment une porte privilégiée pour entrer dans l'écriture. Parce que par la suite, quand j'étais adolescente, j'ai écrit des poèmes qui m'étaient inspirés vraiment par des moments importante de ma vie, par exemple la perte d'une petite sœur qui s'appelle Ndjoba. Je pense que c'est ce qui m'a inspiré mon premier poème. Mais en même temps, j'étais chez les religieuses catholiques à Sainte-Agnès de Rufisque et à Notre-Dame des Victoires et on nous conseillait de tenir un journal. Donc j'ai suivi le conseil de mes professeurs de français. Je n'écrivais pas chaque jour dans mon journal, mais quand même c'était mon confident et au moins 2 ou 3 fois par semaine, j'écrivais quelques paragraphes, quelques lignes de ce que j'avais fait dans la journée, de ce qui s'était passé. En 1982, il y avait un concours Sénégal Culture de la nouvelle, du roman, de la poésie et j'avais gagné le 2e prix de la nouvelle. Et Feu Birago Diop m'avait encouragé.
Il m'avait dit non seulement ce que tu as écrit est bien écrit, mais en plus il y a de l'humour, on rit. Or, la littérature en ce moment-là, disait Birago Diop, les manuscrits étaient tristes. Il trouvait qu'on écrivait des choses dramatiques, tristes, et la vie n'est pas triste. Et donc, il m'encourageait à continuer sur cette lancée d'humour, etc. Et autour de moi aussi, on m'encourageait, parce que j'ai commencé par écrire des nouvelles. Et j'ai fait 2 recueils de nouvelles avant de faire des romans. Parce que les éditeurs me disaient aussi, il faut étoffer, il y a ce qu'il faut maintenant, voilà. Et maintenant aussi, je fais des romans, je fais aussi des livres pour enfants, parce que je me suis dit que nous avions beaucoup de livres dans notre enfance, mais c'était des légendes venues d'ailleurs. Celles qui étaient de chez nous, on nous les racontait à la maison, c'était les grands-parents et les parents. Mais je me suis dit, il faut les écrire aussi pour nos enfants et nos petits-enfants, pour qu'ils aient aussi, à côté des légendes venues d'Orient, de partout, qui sont belles, qu'il faut garder, il faut aussi des légendes qui leur parlent encore plus de leur terroir. Toujours l'enracinement et l'ouverture. Actuellement, je lis le Mahabharata, qui est un conte philosophique indien. Encore une fois, un univers et une époque très, très différents. Voilà, j'en apprends sur cette époque-là, surtout la philosophie indienne qui est hindoue d'ailleurs, qui est très différente de la nôtre, mais qui emprunte d'une certaine sagesse, d'une certaine sérénité qui m'apporte beaucoup. Il faut avoir un style à soi, il faut avoir beaucoup à dire. Et pour avoir beaucoup à dire, il faut avoir beaucoup appris, par les uns et par les autres, et par la lecture, entre autres choses, parce que le livre, c'est d'abord le savoir. Partout où vous allez dans mes livres, vous trouverez cette notion qui lie tout, qui lie tout à la sincérité, à disons, le fait de s'émouvoir du mensonge et de l'hypocrisie. Alors c'est ça qui fait le lit de mon livre, de tout ce que j'ai écrit jusqu'ici. Je considère L'Arbre s'est penché comme un prétexte pour revisiter l'histoire historique et religieuse du Sénégal. Je dis toujours que j'ai écrit ce livre pour pleurer en fait. La mort de ma mère, c'était ma manière de pleurer. Les peintres peignent pour exprimer une émotion, les écrivains écrivent pour exprimer des émotions aussi. Et ce livre a dépassé, je ne dirais même pas mes espoirs, parce que je n'espérais rien en l'écrivant. Je ne comptais pas l'éditer. Mais si vraiment je vois la question histoire religieuse et historique, c'est que je parle effectivement beaucoup de religion. Parce que quand on parle de décès, forcément on parle de religion. Parce que quelle que soit la foi qu'on a, quand on perd un être cher, on se raccroche à cette foi. Dans L'Arbre s'est penché, que j'ai offert, que j'ai dédié à ma mère. Et en Côte d'Ivoire, j'ai rencontré lors de la réception du prix Ivoire, d'ailleurs que ce livre a remporté, une Française qui m'a dit que quand elle a lu le livre, elle a retrouvé sa maman. Alors bon, sa maman et la mienne ne sont pas issues du même milieu, mais elle dit que c'est comme si je l'avais écrit pour elle, parce qu'elle aussi a perdu sa mère, et elle trouve qu'elle n'a pas été assez entourée à ce moment-là. Les gens lui disaient, c'est de l'ordre des choses, la vie et la mort vont ensemble, il faut te ressaisir. Et elle voit qu'en Afrique, les gens ne vous disent pas, écoute, débrouille-toi tout seul, il faut te ressaisir, c'est naturel, mais ils vous portent. Qu'est-ce que vous entendez par retour dans l'exil ? La distance est dans l'hiver, est dans la nostalgie, est dans j'ai beaucoup idéalisé mon pays. Ma famille me manquait, j'étais là-bas pour une question bien précise et pour moi il s'agissait vraiment de réussir mes études, de ne pas revenir sans diplôme, etc. Et pareil, dans des moments de solitude, de spleen, parfois j'écrivais, je me souvenais de mon enfance, je me souvenais de mon pays. Et quand je suis rentrée au Sénégal, la première fois où je suis revenue en vacances, j'ai eu un choc parce que comme on avance tous, mon pays aussi a avancé, les gens ont avancé, la société avance. Les camarades que j'avais laissés à certains points, comme moi, ils avaient évolué, mais peut-être à leur façon dans un autre environnement. Et j'ai été à la fois surprise et peut-être un peu déçue parce que
je cristallisais toutes mes attentes sur mon retour, sur ce pays, sur ma famille, sur mes amis. Et j'ai retrouvé des gens qui ont évidemment changé. Vous avez écrit Retour au Bercail au moment où... Douceur du Bercail, voilà. Au moment où Nicolas Sarkozy a rapatrié beaucoup de Sénégalais. Donc, pouvons-nous considérer votre ouvrage comme une réplique à Sarkozy? Le roman ne devait pas être seulement une réplique à quelque chose. Il y a une place pour ça dans la nomenclature des genres littéraires. Il y a l'essai, il y a le pamphlet, n'est-ce pas? Mais quand même, le roman, on peut... La vie, comme on dit, il ne faut pas s'enfermer non plus pour des questions même culturelles. Bon, parce que je pense que ce livre, tous mes livres-là, je les aurais écrits peut-être au XVIIIe ou XIXe siècle, mais ce serait à la poubelle parce que j'aimais des poèmes, j'aimais des mots en wolof, etc. Et ça aussi, je le savais. Mais je suis moi, je respecte ce que je suis. Et je me suis dit, la vie, même quand on parle de tragédie, rien que tragique, comédie, rien que, etc., etc., je dis quand même, l'être humain est complexe. Il y a tout en lui, il y a beaucoup de pression en lui. Pourquoi ce changement de style d'écriture par rapport de vos romans Baobab Fou à Mes hommes à moi? On constate que dans ces derniers, votre style est beaucoup plus poignant. Est-ce une manière pour vous d'exprimer votre répugnance, si je peux dire, par rapport à votre vie d'adolescente? C'est légèrement romancé comme le Baobab Fou, Sandra Braise, Riwan. Et même plus tard, quand j'ai encore sauté pour arriver à de l'autre côté du regard, le style, peut-être, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que chaque situation, chaque prétexte crée son style, crée son rythme, crée son écriture, etc. Dans Mes hommes à moi, donc je passais autobiographie, fiction. Et puis je me suis rendu, enfin, un jour je me dis, tiens, je parlais jamais de mon père. D'ailleurs, j'ai toujours cette pudeur. Un jour, j'écrirai un livre sur mon père parce que je parle toujours de ma mère, parce que comme elle m'avait laissé à 5 ans, je lui en voulais, elle a brisé mon enfance. Donc, je cassais toujours du sucre sur le dos de ma mère, alors qu'il y avait cette pudeur, vis-à-vis de mon père. Donc, j'ai pris le prétexte de quand j'étais à l'école primaire à Guinguinéo, je crois en 1957. J'étais dans une classe où l'instituteur, un excellent instituteur, un Saint-Louisien, mais ndeysaan, je vois même ses enfants, damay fàtte tudd nan sekkati waay ndeysaan. Et mais il était comme un père, comme un éducateur. C'était vraiment c'était la période coloniale, quoi. Il nous enseignait, nous les petites indigènes là, et moi. J'avais envie d'aller aux toilettes, mais je n'osais pas lui demander la permission et j'avais fait pipi en classe. Enfin, sous la table, on en rit comme ça, mais on en souffre beaucoup et il y a des enfants qui ont eu leur vie brisée ou l'école, leurs études brisées pour un petit truc à l'école, les autres, la moquerie dans les écoles au niveau du lycée, surtout du primaire, les moqueries peuvent briser des vies, et jusqu'à encore aujourd'hui, parce que l'enfant n'osera pas le dire. Et dans toute la classe, il y avait que les garçons qui se moquaient de moi. Ah, ça au cas de classe. Mais les filles ne se moquaient pas de moi. Et j'avais dit que je ne vais plus à l'école. Et c'est comme ça qu'en 1958, on m'a amené à Thiès pour que je continue l'école, parce que moi j'avais décidé de ne plus. Mais aucune fille, alors que j'étais quand même, il y avait les Tchampenda, les Mariama Diop, vraiment toutes mes amies qui m'ont tenu quand même compagnie à Guinguinéo, moi qui venais de Malé-Modar, qui était considéré encore, c'était même plus indigène, broussarde quoi. J'avais quand même des bonnes copines, etc. Et quand j'ai voulu écrire sur mon père, parce que je n'ai toujours pas écrit, quand je voulais parler de mes hommes à moi, j'ai pensé à cette histoire. Parce qu'à cause de ces moqueries,
quand je suis revenue à Guinguinéo, j'avais décidé de plus me laisser faire quoi, par rapport aux garçons. Pourquoi le titre Mangrovine? Vous avez associé mangrove et ville. C'est la mangrove, c'est un mot que j'ai formé, c'est un néologisme que j'ai créé à partir du mot mangrove. La mangrove, vous voyez, c'est cette végétation très belle qu'on a sur les bras de mer, au bord sur l'eau, dans l'eau, hein, c'est les palétuviers. Et dans ma région, là-bas, au Sine Saloum, c'est un paysage magnifique de mangroves. Magnifique. La baie, le delta du Saloum, c'est une des plus belles baies du monde. Le congrès des plus belles baies du monde s'est tenu à Toubacouta il y a 2 ans. Cette région, elle est magnifique. C'est celle qui a sur la couverture de ce livre. C'est le bras de mer, mais il y a de larges rues, pour ainsi dire, faites d'eau et bordées de palétuviers. C'est classé aujourd'hui patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Moi, je suis né là et dans mes poèmes, déjà dans le premier, vous verrez que je parle de ma mangrove douce levée au cœur vert du pays salé. C'est le Sine Saloum que les touristes appellent Sine Saloum à tort. Je parle aussi enfin vous verrez quand vous lirez le poème, j'évoque souvent ce paysage-là. Maintenant, comment je l'ai formé? J'ai formé à partir de mangrove, pour dire que c'est la mangrove qui a inspiré ces poèmes-là. Je vais axer mon intervention sur 2 mots. La voix et le mot. La voix que j'écris VOIX et le mot que j'écris MOT. J'ai l'impression entre la voix qui est l'incarnation, c'est physique, le verbe qui se fait chair, je pense à dire quelque chose aux chrétiennes qui sont là. La voix, c'est l'inspiration. La voix, c'est le social, c'est le culturel. Et le mot, c'est en fait l'émotion. Et j'ai le sentiment qu'entre la voix et le mot, entre la voix et l'émotion, il y a forcément un trauma, il y a un traumatisme. Il y a des questions que vous leur avez proposées. Est-ce qu'ils ont écrit en douceur? Même si c'est vrai que quelque part, entre l'écriture d'Aminata Sow Fall et celle de Mariama Ba, il y a quelque chose de ressemblant parce que c'est toutes 2 des femmes. C'est une écriture féminine, mais j'ai le sentiment que l'émotion n'est pas de la même teneur chez Aminata Sow Fall que chez Mariama Ba. Aminata Sow Fall, dans son écriture, il y a le tchouraï. Et je vois un peu le tchouraï, tout y est pratique, tout ce qu'il peut faire. Mais c'est vrai, je le dis proprement. Il y a tout ce qui peut faire l'Afrique, il y a tout ce qui peut faire la femme. Regardez comme elle est habillée. Je n'aime pas dire vieillir, mais elle est toujours jeune. Je disais tout à l'heure, la voix et le mot. Il y a l'émotion, il y a le trauma. Il y en a qui vivent mal le trauma. À l'image de Madame que j'indexe là, qui s'appelle Ken Bougoul, j'ai l'impression que le nom appelle le livre. J'ai le sentiment que le nom Ken Bougoul appelle certainement le livre. Et elle s'est délivrée. Elle vous a livré quelques informations sur elle. Et je la retrouve là avec de la joie. C'est tout à fait naturel quand elle parle. C'est tout à fait naturel. Il y a une spontanéité dans le verbe. De la même façon, on pourrait parler de spontanéité chez Soni Laboutansi. L'écriture est libérée entre la voix et le mot. L'écriture peut être sous contrainte et attention, mais l'écriture peut être sereine ou rassérénée. Et quand c'est rasséréné, ça va être tranquillisé quelque part. L'émotion est en douceur. Vous l'écoutez parler, j'ai l'impression qu'il y a un trop plein qu'elle veut vous communiquer. C'est ton visage rempli de tristesse que par compassion tous les souffles caressent. Gorée, gorée, pour que de leur
Bacaroc, j'entends tes endorsites, vagues nocturnes. Murmurer la souffrance d'une époque où les nuits mouraient sans clair de lune. Au bas de tes murs, fais les pas. Beaucoup lire, on se nourrit l'esprit à lire, en plus qu'on affine ces techniques, la langue, le style. Et également qu'on arrive à positionner bien ses idées. Écrire, ce n'est pas du mimétisme, écrire, ce n'est pas seulement l'art pour l'art, même si le style est important, le fond est aussi important. Donc le fait de lire, le fait de se confronter aux idées des autres permet de se définir soi-même et permet de s'exercer ensuite. Bon, après, c'est plutôt écrire des textes courts au départ, histoire de bien se trouver son propre ton. Et puis ensuite, écoutez, faire lire, faire découvrir à d'autres, à des personnes qui ont peut-être un peu plus d'expérience ou des professeurs comme vous, enfin des gens qui peuvent donner de bons conseils et ne pas perdre ce feu-là qu'on a, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de vocations et qui peuvent se perdre par découragement parce qu'ils ne savent pas comment faire. Il faut être très patient en écriture. C'est ton visage rempli de tristesse que par compassion tous les souffles caressent. S'il y a un secteur qui a de l'avenir, je pense, c'est la littérature féminine sénégalaise. Il y a beaucoup d'inspiration. Et maintenant, la réception que les gens en font, ou tout ça, c'est autre chose. La promotion qu'on en fait, c'est un autre problème. Mais l'inspiration et le talent sont là. C'est la culture qui fait l'homme. Voilà. C'est ton visage rempli de tristesse que par compassion tous les souffles caressent. Quand j'écoutais les jeunes qui disaient oui, ce n'est pas possible de vivre ici, on ne peut plus réussir ici. Alors que moi, dans le même temps, mes enfants qui sont nés en France, je leur ai dit, venez à l'université, faites faire vos études au Sénégal, vous allez faire vos études au Sénégal, primaire et secondaire, vous irez à l'université, après vous pourrez toujours aller acquérir du savoir, vous perfectionner à l'extérieur. Alors les gens disaient ça, je dis ça peut être dangereux, parce c'est notre pays quand même, on doit faire quelque chose ici, dans notre pays. C'est ton visage rempli de tristesse que par compassion tous les souffles caressent. Ce qui me réjouit surtout, c'est de parler à des jeunes, à des élèves, et de pouvoir susciter chez eux l'envie de lire et peut-être le goût d'écrire. Pourquoi pas devenir aussi écrivain? Pourquoi pas être comme eux, faire de belles expériences, aussi des expériences aussi belles qu'elles ont faites, ces personnes-là. Donc aussi, c'est aussi une manière de magnifier aussi l'intelligence féminine à travers Aminatou Soufal, Ken Bougoul, Nafissatou Djadjouf et entre autres. Donc Mariam Amdo aussi que j'admire beaucoup. Donc voilà, c'est aussi une belle manière de nous inspirer, nous élèves, et aussi de prendre exemple sur elles. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui vraiment très honorés d'avoir reçu des écrivains de renommée ici à Mariamba, à Gorée, et une rencontre très fructueuse parce que c'est une rencontre entre élèves et écrivains initiée par M. Baitirka, professeur de lettres à Mariamba. Mourchid TV a bien voulu vous
gratifié de cette rencontre qui a été encore une fois une rencontre vraiment très riche, très fructueuse et beaucoup d'élèves ont apprécié cette rencontre qui venaient de voir pour la première fois ces écrivains qui sont des Sénégalais mais que les élèves ne connaissaient que par les écrits. Nous remercions tout le monde, M. Baitirka, nous remercions également tout le personnel de Mariam Abba. Nous remercions tous les techniciens de la Mourchid TV et effectivement nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de Parlard. Merci beaucoup. C'est ton visage rempli de tristesse que par compassion tous les souffles caressent. Gorée, Pour que de leur fracas j'entends tes indociles vagues nocturnes murmurer la souffrance d'une époque où les nuits mouraient sans clair de lune. Au bas de tes murs fêlés par les ans, combien de reflets